Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'émission des groupes ADP Talks. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est à la fois stratégique et technique, mais vous allez le voir aussi très politique, la décarbonation de l'aérien. Peut-on faire voler des avions? Peut-on faire tourner des plateformes, faire voyager des millions de personnes tout en réduisant massivement notre empreinte carbone? Les experts disent que c'est possible, mais ça ne se fera sans arbitrage ni sans débat. L'enjeu est de taille puisque le trafic aérien a été multiplié par 6 depuis 1980 et pourrait doubler d'ici 2050. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs leviers sont déjà actionnables, que ce soit par exemple l'innovation technologique ou encore les gains d'efficacité énergétique qui, à eux seuls, peuvent réduire les émissions de 15 voire même à 20%. Réduire l'empreinte sans casser les usages utiles ni renforcer les fractures, c'est là le vrai défi. On en parle tout de suite avec nos invités. Alors pour parler de la décarbonation de l'aérien, 5 invités qui connaissent la réalité du terrain, mais aussi les enjeux industriels et scientifiques de cette transformation sont aujourd'hui autour de cette table. Régis Lacote, bonjour. Vous connaissez chaque recoin de Roissy comme votre poche. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe ADP en charge des opérations et de l'innovation. Vous êtes aussi le directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Votre quotidien, c'est de faire tourner finalement la plus grande plateforme aéroportuaire française tout en la transformant de fond en comble, et on en parlera dans un instant. Vous êtes donc à la croisée de la technique, de la stratégie et de l'innovation opérationnelle, puisque vous pilotez à la fois les défis de performance et les engagements de transition. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sur le terrain aussi, Laurence Faure, en prise directe avec les réalités du quotidien et la stratégie de transition à grande échelle, puisque vous êtes directrice de Paris-Orly. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nathalie Stubler, quant à vous, vous allez nous donner peut-être la vision industrielle et technologique des transitions à venir, puisque vous êtes la directrice développement durable de Safran. C'est un plaisir de vous avoir également. Côté innovation, Patrick Duvaux, vice-président de l'Université Paris-Saclay et président de sa fondation. Vous travaillez avec le groupe ADP sur des sujets de captation carbone. On en parlera aussi dans un instant, puisque c'est une première mondiale. Merci également. Et Laurent Boisson, responsable des relations institutionnelles monde chez Airbus, où vous pilotez les relations avec le gouvernement, avec les collectivités également, pour faire avancer la transition vers une aviation décarbonée. Vous êtes expert de l'aviation aéronautique, vous jouez un rôle clé justement dans la promotion des carburants durables. Et d'ailleurs, je note pour nos téléspectateurs qu'on a une émission dédiée à ces e-fuels, à ces fameux SAF. On en parlera lors de la table ronde, mais vous avez vraiment une émission dédiée à ce sujet qui a été enregistrée hier. Donc on vous invite tous à vous y référer. Alors justement, on a largement parlé des SAF, mais la décarbonation, ce n'est pas qu'une question de carburant. Je l'ai dit en introduction, l'efficacité énergétique, les gains d'efficacité énergétique restent un levier central et immédiat. Et c'est le cas d'ailleurs côté motorisation, côté équipement, côté conception aussi des appareils. Nathalie, je me tourne évidemment vers vous pour cette question. Quels sont aujourd'hui peut-être les principaux leviers technologiques qui ont été mis en œuvre par Safran pour réduire l'empreinte carbone des avions? Alors effectivement, on dit d'ailleurs qu'en ce moment, le premier levier qui est joué par les compagnies aériennes, c'est le renouvellement des flottes avec des avions plus modernes. Si on regarde la motorisation Safran de ces avions, on voit déjà un gain en efficacité énergétique et donc une baisse des émissions de CO2. Quand on regarde un moteur LEAP actuel par rapport à un moteur CFM56, on gagne déjà 15 à 20% d'émissions de CO2 en moins. Et donc ça, c'est très important parce que ça, c'est le renouvellement actuel grâce aux nouvelles technologies. Mais dans un groupe comme Safran, on va travailler sur le futur parce que toute notre industrie s'est engagée à être net zéro, donc zéro émission nette en 2050. Et donc là, on a engagé les programmes technologiques, de recherche et technologique pour les années futures. Donc motorisation, donc il y a un démonstrateur qui est d'ailleurs au Paris Air Lab sur ce salon, le démonstrateur RISE avec plusieurs briques technologiques. Et là, on va viser encore un gain d'efficacité de 20%, donc c'est dire 20% d'émissions de CO2 en moins. On va aussi travailler sur l'allègement des masses, parce que
plus vous embarquez de la masse, plus vous mettez du carburant à bord d'un avion pour le faire décoller. Donc on va travailler sur l'allègement des masses avec des nouveaux matériaux, des matériaux composites, mais aussi avec de la fabrication, le côté industriel, fabrication additive. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, on va aussi rajouter plus d'électrification à bord des avions. Alors, il y a un moteur électrique pour des avions de plus petite taille, mais l'électrification à bord des avions va permettre également des gains d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est vraiment les leviers techno pour préparer le futur. Et évidemment, on doit rajouter à ces leviers techno le levier de carburant d'aviation durable que vous avez mentionné en début d'émission. Alors, on parle justement de la feuille de route technologique d'Airbus. Laurent, est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler ce que vous avez prévu, ce qu'Airbus a prévu pour les 10, 20, 30 ans à venir? Oui, merci. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui avec d'autres représentants de l'industrie. Je pense que ce qui est important dans la feuille de route vers net zéro en 2050 d'émissions de CO2, c'est cet esprit de collaboration entre les différents partenaires industriels, motoristes, aéroports, compagnies aériennes, universités. Donc Airbus, effectivement, comme vous le disiez, Madame Stubler, mise d'abord sur le renouvellement des flottes. Parce que les avions qui sont exposés aujourd'hui au niveau, ici au Salon du Bourget, la 350, la 320 Neo, la 220, qui constituent toute la gamme de produits Airbus, représentent effectivement un gain immédiat de réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 20%. Et aujourd'hui, les flottes mondiales seront équipées de ces avions de dernière génération qu'à hauteur de 30% des avions opérés dans le monde. Donc il y a un énorme potentiel de renouvellement. Ensuite, Airbus, on travaille sur les carburants d'aviation durable, bien sûr, comme tous, pour faire en sorte que nos avions, en 2030, soient capables de transporter 100% de carburant d'aviation durable. Donc ça demande un peu de travail, d'essai en vol, pour vérifier la compatibilité avec les systèmes avions et les moteurs, bien sûr. Et puis, il y a les briques technologiques. Effectivement, le Paris Air Lab est vraiment un superbe démonstrateur de ce que sont capables de faire les constructeurs, les motoristes, pour proposer des briques technologiques qui seront appliquées sur la prochaine génération, qui viendront remplacer un jour la famille A320, par exemple. Et donc, vous avez évoqué le moteur, bien sûr, l'Open Fan, qui est exposé au Paris Air Lab. Il y a d'autres technologies moteurs aussi qui sont explorées sur des moteurs avec des taux de dilution augmentés. Et puis côté avionneur, on va aussi travailler sur l'aérodynamique, parce que le moteur, évidemment, c'est un organe essentiel pour réduire les émissions de carbone, la consommation en carburant, comme vous l'avez dit, de l'ordre de 15% sur le Neo, et certainement plus sur l'Open Fan. Et donc nous, il faut qu'on fasse aussi notre part du travail, c'est-à-dire améliorer l'aérodynamique des avions. La 320 Neo, c'est un avion qui a été remotorisé. Voilà, on n'a pas touché à la cellule. Pour la prochaine génération, on veut toucher à l'aérodynamique avec des ailes beaucoup plus performantes, avec une envergure augmentée, parce que l'envergure permet d'avoir une finesse augmentée, donc une aile plus performante. Et aussi pour que ça marche dans les aéroports, comme elle a une envergure supérieure, pour que ça reste dans la catégorie code C, elle devra avoir des bouts d'ailes qui se replient. Donc ça, on travaille là-dessus. Donc c'est exposé au Paris Air Lab. Et puis sur une vision beaucoup plus long terme, on travaille aussi sur des concepts d'ailes qui se reconfigurent, qui changent de forme pendant le vol, avec des détecteurs qui sont capables de détecter le mouvement de l'air devant l'avion et d'adapter la forme de la voilure. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment un programme de recherche qui est fait par Airbus UpNext, notre incubateur interne. On travaille aussi sur les matériaux, parce qu'alléger le poids de l'avion, c'est l'autre dimension importante. Et donc là, au Paris Air Lab, vous pouvez voir une section d'un A320 qui démontre l'utilisation de nouveaux matériaux qu'on appelle les thermoplastiques, donc qui vont venir succéder aux fibres de carbone qui sont utilisées aujourd'hui sur la 350, par exemple. Et le thermoplastique, ça a l'avantage d'être très très facilement modelable. Donc on peut faire des formes beaucoup plus facilement, on gagne en efficacité industrielle, on peut fabriquer l'avion plus vite, et c'est 100% recyclable. Donc on peut réutiliser le thermoplastique en fin de vie, on fait fondre l'avion, et puis on le réinjecte pour en faire un autre. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Donc j'ai cité les éléments essentiels, mais je n'oublie pas bien sûr l'avion à hydrogène, qui fait donc la spécificité d'Airbus.
On est toujours engagé sur ce programme. Alors c'est vrai qu'on a annoncé un certain retard dans l'entrée en service, du fait qu'on pense que l'écosystème hydrogène n'est pas prêt, parce qu'on parle d'hydrogène décarboné, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer l'hydrogène avec de l'énergie décarbonée, c'est là où c'est un peu plus lent le développement. On travaille beaucoup avec les aéroports sur le déploiement de l'hydrogène sur un aéroport, mais c'est plus en amont sur la production d'hydrogène que ça prend un peu de retard. Donc du coup, Airbus va utiliser ce temps aussi pour nous focaliser sur une technologie qu'on a choisie maintenant, qui est le moteur électrique alimenté par des piles fuel cells. En français, c'est piles à combustible. Voilà. Avec un réservoir à hydrogène qui alimente la pile à combustible. Voilà. Donc cet avion-là, le moteur est aussi exposé au Paris Air Lab et ça fait partie de la feuille de route d'Airbus. On voit bien, matériaux, conception, design, tout, e-fuels, vraiment, vous êtes sur tous les fronts pour essayer d'optimiser cet avion du futur. Quand on parle, vous avez parlé de neutralité carbone, de ce but à atteindre, ça implique évidemment de réfléchir aussi à la captation carbone. Et vous allez voir que ce qui semblait peut-être être de la science-fiction hier ne l'est pas aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Patrick Duvaux. Je pense évidemment au partenariat entre la fondation de l'Université Paris-Saclay et je crois que c'est Orly. ADP à Orly. C'est ADP Orly qui a toujours ce rôle historique de plateforme d'expérimentation. Et donc c'est le cas pour ce partenariat. Alors en deux mots, la Fondation Université Paris-Saclay a la capacité de changer la donne avec l'Université Paris-Saclay. Je rappelle, première université française, européenne, 12e dans le monde, première en maths, 5 Nobel, 11 médailles Fields. Donc il est clair que la Fondation peut mettre en place des projets qui sont gagnants-gagnants et des projets assez disruptifs, tout à fait originaux, portés uniquement par la Fondation Université Paris-Saclay, d'ailleurs en France et en Europe, qui sont ce que l'on appelle des startups philanthropiques. Alors une startup philanthropique, c'est un partenariat fondé sur du mécénat et de la philanthropie, avec des mécènes tels que l'Aéroport de Paris, qui est destiné à produire de l'innovation. Comment? En associant les meilleurs chercheurs au monde avec les meilleures startups au monde, pour livrer par rapport à un partenariat classique académique, pas uniquement que des articles scientifiques au bout de 4 ans, mais pour livrer à peu près un rythme de tous les 6 mois des prototypes. Voilà, donc ça c'est tout à fait exceptionnel, et de surcroît des prototypes en environnement opérationnel, en l'occurrence des prototypes qui seront mis en œuvre et expérimentés sur la plateforme de Paris-Orly. Alors la deuxième originalité de ces partenariats, c'est que ces partenariats en général sont centrés sur des premières mondiales. On n'attire pas effectivement des mécènes, on n'attire pas des chercheurs, les meilleurs au monde, on n'attire pas des startups si on n'est pas sur des premières mondiales. Il n'y a pas qu'en médecine qu'on fait des premières mondiales, et là effectivement ça va être le cas. Aéroport de Paris, dans sa généralité, a effectivement un objectif de réduction des émissions, mais je dirais que comme tous les émetteurs de carbone dans le monde, vous atteignez en général ce qu'on appelle un talon, un plancher, et vous êtes obligé de faire de la captation carbone. Donc le partenariat, ce que j'appelle la start-up philanthropique, que nous avons mis en place pour 4 ans avec ADP Orly, va viser à déployer les solutions les plus efficientes et les plus compatibles avec l'environnement aéroportuaire, en termes de sécurité, en termes d'encombrement, etc., de captation carbone. Donc nous sommes à l'heure actuelle dans la phase où nous recherchons dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, au-delà des chercheurs que nous avons pratiquement sous la main à l'Université Paris-Saclay, les meilleures startups sur 2 technologies. La technologie qui va extraire du CO2 de l'air. Alors typiquement, pour toutes les émissions au sol, que ce soit les essais moteurs, donc là je me tourne vers leur représentant, le roulage, évidemment, le décollage, l'atterrissage, mais également sur place. Donc vous captez du CO2 de l'air, là vous avez tout un tas de technologies complètement révolutionnaires qui sont caractérisées par des critères très importants quand on veut les déployer. Évidemment, l'encombrement, en général, ça rentre dans des containers. C'est le coût de la tonne de carbone capté. On est à quelques centaines de dollars par tonne. La consommation énergétique, évidemment, on est de l'ordre de 1000-1500 kWh par tonne. Et après, on a une patate chaude où on l'a pas, parce que vous avez des technologies dans le monde de captation carbone qu'on appelle des DAC, Direct Air Capture. Donc vous absorbez le CO2 de l'air avec des procédés physico-chimiques, etc., vraiment innovants sur des premières dont on ne peut pas nécessairement parler parce que justement, ce sont des premières protégées à l'heure actuelle par donc des brevets, etc. Et soit vous vous arrêtez, vous avez du CO2, mais qu'est-ce que vous faites du CO2 ? D'accord ? Vous le transportez, vous le réutilisez d'une manière ou d'une autre, ou alors vous allez directement vers la séquestration dans des matériaux de construction. Alors, la première mondiale, malgré tout, j'en parle. C'est un scoop que j'ai annoncé le 20 mai, mais je le réannonce ici.
La Fondation Université Paris-Saclay est également un moteur d'innovation, fait des propositions d'innovation. Donc non seulement vous avez un véhicule gagnant-gagnant dont je viens de parler, qui permet à des partenaires d'avancer, d'être les premiers dans le monde sur effectivement des avancées technologiques, mais également nous proposons des innovations. Et l'innovation dans laquelle s'intègre le partenariat de captation carbone avec AD, c'est la photosynthèse 4.0. La photosynthèse 4.0, c'est l'intégration des infrastructures industrielles, numériques, aéroportuaires à l'intérieur de l'écosystème de la photosynthèse historique qui marche depuis 2 milliards d'années, hein, donc il n'y a pas de risque technologique, ça marche très très bien. C'est d'utiliser de l'énergie solaire, d'accord, et effectivement du CO2 pour faire pousser effectivement, par exemple, des algues, et donc d'avoir un dispositif de valorisation du CO2 qui, derrière, peut produire éventuellement du méthanol, donc un entrant tout à fait spécifique pour effectivement le biokérosène. Alors en parlant de captation du carbone, Safran vient d'investir dans une entreprise, une start-up américaine qui est active sur ce sujet. J'en profite pour vous la donner, parce que vous cherchez des start-up innovantes. Safran, via sa filiale Safran Corporate Venture, investit dans des start-up autour de la décarbonation. Donc on l'a fait sur les carburants de synthèse avec une entreprise allemande, Ineratech, mais on a investi dans une entreprise américaine qui s'appelle Avnos, et qui fait de la capture de CO2 direct. Donc, qui s'arrête au CO2 Qui s'arrête au CO2. Qui s'arrête au CO2. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous donner cette information. On a la patate chaude. Voilà, je vous repasse la patate chaude. Alors quand on pense à un aéroport, évidemment, on pense à des milliers de kilomètres de pistes, énormément de véhicules, des centaines de véhicules, mais aussi des va-et-vient de bagages, de passagers, de collaborateurs. On imagine que la tâche est assez gigantesque. Comment on fait justement pour rendre tout ça plus sobre? Je me tourne vers vous, Régis Lacotte. Vous avez pour objectif de faire du système aéroportuaire francilien vraiment une référence mondiale en matière de transport aérien responsable. Peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qui a concrètement changé aujourd'hui, que ce soit à Charles de Gaulle ou à Orly, dans les opérations quotidiennes? Alors déjà, un bonjour à toutes et à tous, et puis merci à tous ceux qui sont venus nombreux nous écouter. Alors, ce qui a changé, je pense, depuis ces dernières années et ces derniers mois, c'est finalement ce que vous avez très bien commencé à détourer, c'est le fait que nous, groupe ADP, sur l'aéroport, on ne peut rien tout seul. Et forcément, quand on parle de décarbonation, c'est tout un écosystème, c'est tous les acteurs de l'aéroport qui sont en train de se mobiliser, de se fédérer autour de nous. C'est vrai que nous, on a pris l'initiative de les réunir, mais qui lancent des initiatives en leur propre nom pour être acteurs de cette décarbonation. Et c'est ça les principaux, on va dire, le principal enjeu, ça a été de fédérer autour de nous toute une communauté. Charles de Gaulle, et Laurence peut en parler, c'est 700 entreprises, c'est 90 000 salariés. Donc on imagine forcément que le groupe ADP, il a un rôle important, mais tout seul on ne peut rien. Et quand on va commencer à parler de décarbonation, on va parler de décarbonation de l'ensemble du process de l'aéroport. C'est-à-dire, ça part des accès à la plateforme, à nos opérations au sol, nos opérations en vol. C'est une énergie incroyable qu'on met en œuvre. Juste de cartographier ça. Le fait de le cartographier, de constituer finalement une feuille de route dans laquelle on va réunir des gens. Je vois Natacha qui est au fond de la salle et que je salue, qui est dans mes équipes et qui pilote la feuille de route environnementale pour Paris-Charles de Gaulle. C'est effectivement quelque chose qui nous dépasse à un moment, puisque seul, en fait, on ne peut rien. Et par contre, ce qui est important aussi de noter aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis en pleine concertation publique avec toutes les équipes de CDG sur le futur de Paris-Charles de Gaulle, et on a placé au cœur de cette concertation 3 enjeux majeurs. Et un d'entre eux, c'est la décarbonation. C'est effectivement de pouvoir se projeter dans le temps et d'avoir des actions animer des actions de court, moyen et long terme, puisque ça, c'est un long chemin qu'on a pris, un long chemin qui aboutira pour certains d'entre nous à une décarbonation au sol peut-être en 2030, d'autres en 2035, et avec un point d'aboutissement commun en 2050. Laurence. Peut-être pour compléter, effectivement, une feuille de route commune avec beaucoup de partenaires sur la plateforme. Sur Orly comme sur CDG, on met en place des alliances environnementales autour d'objectifs extrêmement clairs, d'optimisation, de réduction de nos énergies, de valorisation de nos déchets. Et puis, cet objectif quand même un peu ambitieux, on peut se le dire, de la neutralité carbone. Alors la neutralité au sol, déjà en interne, sur nos propres émissions,
En 2025, cette année, Paris-Orly, on sera neutre. 2027 pour le Bourget, ici. Et puis, avec toute la communauté aéroportuaire, à partir de 2030, ce sera le zéro émission nette au sol sur Orly et 2035 pour Charles de Gaulle. Donc on le voit, des objectifs à cette feuille de route qui sont extrêmement concrets et ambitieux. Merci beaucoup. Régis, peut-être, vous avez évoqué tout à l'heure, je crois que vous aviez évoqué l'électrification. Là, je voudrais savoir où en est l'électrification des services au sol et peut-être quels sont encore les défis que vous avez besoin de surmonter. Alors, les défis, c'est déjà d'être capable de déployer ce qu'on a prévu de faire. C'est conséquent quand on parle de plateformes aéroportuaires comme Orly ou CDG, c'est plusieurs centaines de postes qu'il va falloir équiper, aussi bien en énergie, en électricité pour les opérateurs ou en préconditionnement d'air aussi, pour de façon à leur permettre de réduire l'utilisation d'un certain nombre d'équipements qui étaient fortement émissifs. Et ça, à l'échelle de nos plateformes, ça veut dire que, il faut qu'on puisse planifier des interruptions de service, des fermetures de postes. Donc ça veut dire des contraintes pour nos opérateurs. Et donc à un moment où par ailleurs on a du développement en parallèle à accompagner et en parallèle on va chercher des autorisations pour pouvoir se développer. Donc c'est des chemins qui sont complexes, qui sont forcément qui demandent beaucoup de planification, beaucoup de structuration, beaucoup d'organisation. Et aujourd'hui à CDG, avec tous les efforts qu'on est en train de mettre, on pense qu'on aura fini l'électrification de nos postes entre 2030 et 2032. Alors, ce qui complexifie encore plus les choses pour vous, je vous ai entendu les uns et les autres dire que l'empreinte carbone d'un aéroport, ça commence au domicile de chacun avant qu'on se déplace vers l'aéroport. Est-ce que, on pense tous au RERB, hein, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Est-ce que la voiture individuelle est encore peut-être dominante pour accéder aux deux aéroports, Charles de Gaulle et Orly? Alors, je vais éclairer juste effectivement ce sujet, déjà pour CDG, et puis ensuite je pense qu'Orly est aussi un bon exemple et qui nous montre la voie. Aujourd'hui, la voiture, on va pas se mentir, hein, pour les salariés, c'est 88% des salariés qui viennent à CDG, qui viennent travailler au quotidien, en fait, utilisent, quand je dis 88, c'est même 90%, utilisent leur véhicule. On a un certain nombre de projets qui vont voir le jour dans les prochaines années avec une révolution des accès ferrés à la plateforme. Mais les accès ferrés à la plateforme, ils ne vont pas répondre à tous les besoins, avec notamment des salariés qui habitent dans des territoires qui sont très vastes autour de l'aéroport et avec aujourd'hui un développement des mobilités dans le transport en commun qui ont toujours été pensées nord-sud et pas trop est-ouest. Donc on a des enjeux très forts. Néanmoins, avec tout ce qu'on est en train de faire, on va faire progresser significativement le report modal et on ambitionne notamment de pouvoir gagner presque une dizaine de points pour les salariés. Après, restera toujours le problème des horaires décalés, des horaires de nuit. Ça, c'est un sujet qu'on a aussi en Orly et qu'on cherche à travailler avec les opérateurs de transport pour justement essayer de pouvoir avoir une offre qui correspond à leur amplitude de travail. On est en train de travailler aussi sur d'autres mobilités collectives, de plus en plus sur des dispositifs du type Blablacar, mais en fait à l'échelle des salariés, et donc des transports en commun collectifs, notamment pour des bassins d'emploi qui sont très faiblement desservis en transport en commun. Et puis il va y avoir la révolution des accès à Charles de Gaulle, notamment pour nos passagers, nos clients, avec l'arrivée du CDG Express, la ligne 17 demain. CDG Express, c'est demain, c'est au premier trimestre 27. La ligne 17, c'est en 2030. Et quand on voit finalement l'effet qu'elle a eu à Orly, eh bien on se dit oui, ça va être effectivement quelque chose de révolutionnaire, puisqu'on pense qu'on va en gros passer de 30% de nos passagers qui viennent en transport en commun à près de 60%, autour de 30% à 60%. On va doubler en fait le report modal. Et là, je laisse la parole peut-être à Laurence qui vous parlera, elle, de la révolution qui vient de se faire à Paris-Orly avec la ligne 14. C'est ça, et puis qui va se prolonger. Alors effectivement, la ligne 14, elle a quasiment un an. C'est 700 000 passagers tous les mois. Donc ça a été un succès quasi immédiat. À peine était-elle ouverte, même avant son ouverture, on voyait déjà les passagers l'attendre. Au-delà de la 14, Régis, tu l'as évoqué, c'est la 17. On en voit l'émergence ici devant Paris-Bouger. Dans 2 ans, on aura la 17 pour venir à l'aéroport du Bourget. Les accès terrestres, c'est 30% de nos émissions nettes au sol. Et donc, comme on vise 0 et que 0, c'est 0, c'est bien un sujet qu'il faut qu'on adresse.
L'objectif pour Paris-Orly et dans la foulée évidemment pour Paris-Charles de Gaulle, c'est vraiment de capitaliser sur cette chance qu'on a d'avoir des lignes de métro qui arrivent. On parle de la 14, de la 17, du CDG Express, la 18, dans 2 ans aussi sur Paris-Orly, qui nous mettra du coup le plateau de Saclay à portée d'encablure direct, la gare TGV de Massy, c'est ça, plateau de Saclay à 20 minutes, la gare de Massy TGV aussi à quelques minutes. Et donc on a pour ambition d'être vraiment un hub favorisant les mobilités douces, le report ferré et la capacité à offrir effectivement des alternatives à tous les passagers. Au travers de ces métros, au travers d'un développement de transport propre en site qui permettra de venir aussi au travers de parkings d'accès au nord de la plateforme, mais aussi au sud de la plateforme, proposer une offre alternative à des passagers pour qu'ils viennent ensuite au cœur de nos gares, pas qu'à nos passagers, à nos riverains aussi, pour que finalement l'aéroport, ce soit pas simplement un lieu où on prend l'avion, mais ça puisse être aussi un lieu où on prend un autre mode de transport pour venir, par exemple, travailler. Et puis on évoquait les mobilités douces. Sur l'ensemble de nos aéroports, on a des plans vélos qui sont extrêmement ambitieux. Quand on regarde finalement dans les 10 km de périphérie de nos aéroports, on a parfois entre 20 et 40% de nos salariés qui habitent là. Et donc, les vélotaffeurs, c'est possible, ça se développe. On prévoit des infrastructures pour les accueillir, des vestiaires, des douches, capacité à recharger son vélo. Et donc ça, c'est vraiment, en particulier pour les collaborateurs du quotidien, un report auquel on croit. Et là, pour le coup, c'est un retour à un passé qui a existé. Je m'amuse souvent à citer cette anecdote, mais un des premiers salariés que j'ai rencontré quand je suis rentré dans le groupe ADP, c'était il y a plus de 23 ans maintenant, était quelqu'un qui, à l'ouverture de Charles de Gaulle, venait de Paris en vélo tous les jours, en remontant la 1. Mais on parle de ça des années 70, et finalement, là, on a beaucoup évolué, et beaucoup évolué sur les infrastructures qu'on va mettre à disposition. Et dans le cadre de la concertation, un des sujets qui est remonté, c'est notamment toutes, on va dire, les mairies d'emprise de l'aéroport qui nous disent, mais nous, nos riverains, enfin, nos habitants veulent rejoindre l'aéroport, puisqu'ils travaillent à l'aéroport, mais ils veulent venir en vélo. Et du coup, on est en train de, justement, un des enseignements de la concertation, en train de parfaire finalement le dispositif qu'on avait déjà prévu, mais on va essayer d'aller traiter un certain nombre de points noirs encore, de façon à augmenter leur capacité à pouvoir rejoindre le terrain en vélo. Vous travaillez vraiment main dans la main avec les collectivités aussi territoriales qui sont aux alentours. Aujourd'hui, on peut pas envisager de se développer sans avoir un partenariat de confiance avec nos collectivités. C'est ce que Justine et Laurence ont fait en 2024 avec la concertation sur Orly 2035, et c'est ce qu'on fait actuellement à Charles de Gaulle avec CDG et vous. On est en train de renouer un partenariat de confiance en donnant de la visibilité à 25 ans sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et avec eux. Imaginez qu'aujourd'hui on peut continuer à penser notre industrie et à la laisser se développer sans ce partenariat de confiance avec nos territoires, c'est illusoire. Alors, vous avez tous très bien expliqué la nécessité de travailler comme ça en écosystème, et vous en êtes vraiment la preuve. On voit ce qu'on peut faire quand un gestionnaire d'aéroport se collabore finalement avec un industriel, mais aussi avec une université. C'est beau de voir je trouve que ça change en France, de voir de plus en plus les universités qui s'intègrent dans ce type d'initiative. Oui, alors il y a un modèle de société, il y a un modèle économique, c'est-à-dire qu'une université comme l'université Paris-Saclay, et il y en a d'autres évidemment en France, qui se veut être une université tournée vers les besoins de la société et les besoins industriels, eh bien il faut proposer des partenariats gagnant-gagnant. Et donc je remercie effectivement Régis et Laurent qui ont reprécisé que ces partenariats sont des partenariats publics-privés, sont des partenariats multimétiers, sont des partenariats pluridisciplinaires, et effectivement dans leur mise en œuvre, on ne peut pas faire autrement que d'avoir recours à ce type d'approche, qui est un modèle qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, qui, pour les gens qui investissent dans le BTP, s'appelle toujours des University Research Park, des URP, sur lesquels vous avez depuis des décennies, et vous avez vraiment du public aussi aux États-Unis. Donc ce que l'on a reproduit sur quelques zones de France qui ont gagné évidemment les grands appels de l'État, puisque je rappelle que l'Université Paris-Saclay, c'est un projet français. Je rappelle 2003, 2003, premier classement de Shanghai, aucun établissement français, ni Polytechnique, ni le CNRS, ni l'Université Paris-Sud, aucun, ni la Sorbonne, dans le top 100, zéro. Choc. 20 ans après, l'essai est transformé. D'ailleurs, la première présidente de l'Université Paris-Saclay a été félicitée
puisqu'elle a été nommée ministre. On lui a demandé de faire des clones, hein. Elle avait su en faire une, donc pourquoi pas en faire d'autres. Mais c'est un projet français. Je rappelle que 15% de la recherche française se fait sur le plateau de Saclay, donc bientôt à 15 minutes de l'aéroport d'Orly. Alors, pourquoi l'aéroport de Paris, en particulier Orly, hein, qui a ce rôle historique de plateforme d'expérimentation, que d'ailleurs nous aurions pu faire au Bourget, hein, qui avait un rôle encore plus historique et encore plus ancien, rôle d'expérimentation, d'être le futur aéroport biocirculaire au monde, le premier aéroport biocirculaire au monde. Pourquoi ? Parce que sur un aéroport, vous avez besoin de tout ce qu'il faut pour que la photosynthèse 4.0 se passe dans son intégralité. Alors, je vais très vite, hein. Sur un aéroport, donc vous avez chaque année, on vérifie ensemble les chiffres tout à l'heure, 30-35 millions, hein, de passagers. Donc vous avez ce qu'on appelle la biomasse organique. La biomasse organique, si vous la mettez dans un méthaniseur, avec une énergie consommée quasi nulle, hein, puisque c'est les bactéries, vous fabriquez ce qu'on appelle des biogaz. D'accord ? Donc du biométhane. Biométhane, c'est de l'énergie. Vous avez du dioxyde de carbone qu'on va laisser de côté pour l'instant, parce qu'on va voir qu'on peut le récupérer. Mais vous avez une première patate chaude, du dioxyde de carbone, puisque sur les aéroports, on a des méthaniseurs. Reconversion de la biomasse. D'accord ? Vous avez aussi, sur transformation numérique oblige, sur un aéroport, vous avez des data centers. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle actuelle et de la prochaine révolution quantique. D'ailleurs, dans les aéroports, on va avoir besoin de beaucoup d'accélérateurs quantiques, notamment pour calculer des choses incalculables à l'heure actuelle sur des itinéraires, des conditions météo qui changent. Vous avez des data centers. Je rappelle que les data centers, s'ils ont besoin, admettons, de 100 MW de puissance pour refroidir vos données, les sécuriser, les garder, ils évacuent 100 MW d'eau chaude. Personne ne le sait, 100 MW d'eau chaude à 30 degrés, ce qu'on appelle la chaleur fatale, pas parce qu'elle est mortelle, parce qu'elle est fatalement là, hein, cette chaleur. Et on ne sait pas quoi en faire. Évidemment, en France, vous n'allez pas rejeter 100 MW d'eau chaude chaque fois que vous avez un data center dans nos petits torrents tempérés, sinon les truites, vous les aurez cuites directement pour votre linge et vous serez très content. Deuxième patate chaude. Donc vous avez sur un aéroport, c'est très vertueux, vous valorisez la biomasse, vous faites du biogaz. Le biogaz, qu'est-ce qu'on en fait ? Hop, on va alimenter en énergie les data centers. Premier chaînon biocirculaire, d'accord ? On a l'énergie locale. Mais vous avez du CO2 qui vient du méthaniseur, vous avez de la chaleur fatale qui vient des data centers, et vous avez du dioxyde de carbone en excès, et ces moteurs roulent, etc. Et c'est là où la photosynthèse traditionnelle, eh bien, vous allez la mettre en œuvre, vous allez utiliser la chaleur fatale des data centers, vous allez utiliser l'énergie éventuellement locale, pour absorber le CO2 et cultiver des algues que vous allez reconvertir en biomasse, éventuellement pour faire des biofuels, évidemment, des bioaliments, bioprotéines, et en high-end, je rappelle que les algues, vous pouvez les reconvertir en biomolécules, biopharma, biocosmétiques. Et voilà, et là, vous avez boosté finalement la photosynthèse historique. Et tout ceci, vous l'avez sur un aéroport. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est colocalisé. D'accord ? Voilà ce qu'est la photosynthèse 4.0. C'est pour ça que c'est sur un aéroport et sur ADP Orly qu'on va lancer effectivement cette déclinaison tout à fait historique. Et c'est français. Je précise que ceci est une innovation française, ce qui fait plaisir. Merci beaucoup. On comprend pourquoi on peut se mettre en collaboration avec une université. Ça aide aussi à Gamberger en tant que gestionnaire d'aéroport. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de collaboration avec les universités ? Alors déjà, j'en suis très heureux parce qu'en fait, on y a longtemps pensé. Et en fait, elle existe. Hein. Elle existe au sud avec Paris-Saclay. On est en train de réfléchir aussi à d'autres collaborations au nord. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir avoir tous ces acteurs de la recherche et du développement qui nous aident à finalement nous transformer, qui nous aident, qui nous apportent leur regard. Et nous, on leur offre un terrain de jeu extraordinaire. Je pense qu'un aéroport, c'est une petite ville, c'est voire une très grande. Hein. Charles de Gaulle, c'est grosso modo à peu près 300 000 à 350 000 personnes par jour qui vont venir sur ce site. Il y a plusieurs transports en commun. La multimodalité, l'intermodalité, c'est au cœur de nos opérations. Et donc, effectivement, avoir ce type de partenariat avec des centres d'excellence, c'est pour nous une clé essentielle pour travailler notamment à la compétitivité de nos plateformes. On est dans une compétition internationale. Cette compétition aujourd'hui, elle nous fait très mal, parce que tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles du jeu que nous.
le fait d'avoir tous ces chercheurs à nos côtés, c'est peut-être aussi une occasion ou une opportunité de prendre de l'avance par rapport aux autres et de pouvoir regagner en compétitivité ce qu'on perd par ailleurs, des fois malheureusement dans le cadre de politiques publiques qui nous font très mal et qui des fois aussi nous font perdre beaucoup de points de compétitivité par rapport à nos concurrents. Expliquez-nous peut-être pourquoi vous êtes en concurrence avec les autres aéroports. On peut se dire, d'un avis extérieur, quand on vient à Paris, on atterrit là où on atterrit. Pourquoi est-ce que vous êtes en concurrence? Est-ce que les gens choisissent leur destination en fonction de l'aéroport? Alors tout à l'heure, vous parliez de Charles de Gaulle, le premier aéroport du pays. Bon, c'est le premier aéroport de l'Union européenne. C'est aujourd'hui le principal hub, la plateforme de correspondance de l'Europe. C'est en tout cas la première du groupe Air France-KLM. C'est un tiers des passagers qui viennent à CDG sont des passagers en correspondance. Et finalement, ils peuvent choisir Amsterdam, ils peuvent choisir Londres, ils peuvent choisir Francfort. Et malheureusement, de plus en plus, ils choisissent aussi Istanbul ou le Golfe. Et donc, pour nous, c'est clé de pouvoir regagner en compétitivité parce que ce n'est pas qu'uniquement au service de notre premier client. Notre premier client, il sert aussi la compétitivité de la France. Le groupe Air France, quand il implante ce hub, il permet finalement au pays d'être connecté avec 350 escales dans le monde. C'est en soutien de l'économie du pays, puisque dans les soutes des avions, je le rappelle, et je salue Édouard Mathieu qui va apprécier ce petit coin, ce petit passage, c'est 0,4% du volume du commerce extérieur qui voyage dans nos soutes, mais c'est 11% en valeur. Et donc c'est toute la technologie française ou le luxe français qui s'exporte vers 350 escales dans le monde. Et donc oui, c'est clé pour la compétitivité du pays et c'est clé pour les emplois du pays. Alors je me retourne vers Safran aussi pour comprendre comment tous vous travaillez ensemble. Quel type de projet est-ce que Safran mène aujourd'hui avec la recherche académique ? Alors ça, c'est un volet très clé de notre feuille de route R&T. Safran est le premier employeur en France de doctorants, donc les fameux contrats CIFRE. Là aussi, c'est effectivement permettre à des gens qui travaillent sur des thèses de fonctionner, puisqu'ils vont aussi, pendant cette période, travailler chez Safran. On a de nombreux partenariats, effectivement, avec de nombreux labos de recherche, beaucoup en France, mais pas uniquement, aussi en Europe, au Canada, par exemple, sur des sujets très variés, liés à la décarbonation. Par exemple, on a un gros programme de recherche aussi sur les traînées de condensation, aussi, qui sont les effets non CO2 de l'aviation, des programmes de recherche sur les matériaux. Donc ça, c'est un élément clé de notre feuille de route R&T. Un deuxième élément clé de la feuille de route R&T, vous en avez parlé, c'est les startups. Safran Corporate Venture investit dans des startups sur les deux axes stratégiques, décarbonation et souveraineté, qui sont les deux axes stratégiques de Safran. Et puis aussi, on a un volet Open Innovation. Intrapreneuriat aussi, c'est intéressant parce qu'elle va pitcher au salon. Elle s'appelle Pure Technologie. C'est aussi une technologie de capture de CO2 qui vient de l'intrapreneuriat Safran. Donc je veux dire, on va utiliser tous ces volets, mais bien sûr, la collaboration scientifique avec des labos de recherche est clé dans notre système. Et est-ce que ça vous aide réellement quand un groupe industriel comme le vôtre collabore ou reçoit le soutien du public? Est-ce que ça change vraiment la donne? Est-ce que ça vous permet d'accélérer, d'aller plus vite? Qu'est-ce que ça change réellement? Je crois que c'est le cas sur certains de vos projets, comme par exemple Clean Aviation ou César. Oui, alors là, il s'agit des partenariats publics-privés pour la recherche. Airbus est aussi très impliqué avec les universités. On a un partenariat stratégique avec une quinzaine d'universités dans le monde. Et je crois qu'on est en discussion avec vous en ce moment même sur un tel partenariat. Ce à quoi vous faites référence sont des partenariats de recherche financés par la Commission européenne ou par des organismes français comme le CORAC. Je peux donner quelques exemples. J'ai parlé de la technologie, ce qu'on fait pour éliminer des émissions de CO2 en faisant un avion plus efficace. On travaille aussi sur le côté opération. Et dans le cadre de César, il y a des fonds qui sont mis à disposition pour optimiser les opérations de demain. Et alors, il y a un concept assez intéressant qu'Airbus voudrait déployer, c'est le concept de vol en formation. Comme les oiseaux migrateurs le font, pour que l'avion qui suit profite du surplus de portance généré par l'avion qui est devant, du fait des vortex qui sont en bout d'aile et qui créent de la portance quand on se met dans le vortex.
Donc ça, c'est le principe du vol en formation, et c'est ce que Airbus veut développer. Et grâce à des financements des fonds européens, on peut travailler sur le concept opérationnel, parce qu'il ne suffit pas que les deux avions soient capables automatiquement de se mettre en paire. Il faut qu'il y ait un concept opérationnel tout autour pour que les contrôleurs aériens acceptent ce genre d'opération et que les compagnies aériennes puissent se mettre... il y a un process pour qu'elles se mettent d'accord pour mettre les deux avions en pairing. Donc ça, c'est un sujet de recherche. Il y a aussi des partenariats entre acteurs industriels qui sont importants, et notamment dans le domaine des carburants d'aviation durable, ou des énergies renouvelables comme l'hydrogène. On a travaillé beaucoup avec le groupe ADP sur la feuille de route hydrogène pour les aéroports. Mais sur les carburants d'aviation durable, on travaille avec nos propres clients, les compagnies aériennes. On leur achète des carburants d'aviation durable pour décarboner les voyages de nos propres employés, ce qu'on appelle les corporate travelers. Et je vais faire un petit coup de publicité, mais pour le salon du Bourget, tous les employés Airbus qui sont venus au Bourget ont totalement volé avec des carburants d'aviation durable qu'on a achetés à Air France, à British Airways, Lufthansa. Donc toute la quantité de carburant qui est nécessaire pour transporter le staff Airbus au Bourget a été convertie en carburant durable, ce qui permet de dire qu'on a réduit de 80% nos émissions de CO2 en venant au Bourget. Voilà. Mais c'est le genre de partenariat qui est important, c'est-à-dire que l'esprit de collaboration est important. Par rapport à la relation avec les startups, qu'est-ce que vous faites au niveau du groupe ADP? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Green Lab, qui est assez innovant. Régis? Alors, oui, il y a plusieurs initiatives qui sont portées par le groupe, déjà au travers de notre direction d'innovation, qui va dénicher des startups avec un but précis qui est d'avoir des startups qui viennent ensuite nous aider sur des concepts d'application concrets en fait, dans nos opérations. Ça, c'est clé pour nous, et c'est clé aussi dans notre approche en fait, de ces acteurs qui, pour certains d'entre eux, ensuite, eh bien, on va monter au capital de certains d'entre eux. On y croit, il y en a certains on croit très fort dans finalement ce qu'ils peuvent nous apporter, les changements qu'ils vont nous apporter. Et donc une fois qu'on a déployé des proof of concept, une fois que certains de ces proof of concept deviennent des objets d'industrialisation et même des fois des objets aussi d'investissement pour le groupe. Merci beaucoup. Laurence. Peut-être juste donner deux petits exemples de manière à mettre du concret sur nos innovations. Le premier, on l'a beaucoup évoqué, c'est les économies d'énergie. Alors, il y a les économies d'énergie de nos avions, il y a aussi nos économies d'énergie au sol. On s'est fixé comme objectif sur Paris Orly d'avoir réduit l'ensemble de nos énergies, qu'elles soient électriques ou de chaud, de 40% en 2030. Et donc, on va par exemple travailler sur des systèmes qu'on appelle smart grid qui permettent d'optimiser in fine la consommation, voire même de pouvoir stocker de l'électricité quand on dévoie par exemple des panneaux solaires, ce qu'on fait assez largement au sein du groupe. Premier exemple. Et puis, deuxième exemple, toujours sur ce chute du carbone qui nous passionne, avec, voilà, on l'a vu, une partie très high-tech et puis une partie beaucoup plus low-tech quand même, où on s'intéresse cette fois-ci à nos terres, à nos sols, parfois à nos terres inertes, parce qu'on a des chantiers, parce qu'on extave des sols quand on fait des pistes, par exemple. Et donc, on travaille avec un certain nombre d'entreprises pour soit traiter des sols qui peuvent être pollués avec, par exemple, de la mycoremédiation, c'est l'intervention de champignons qui permettent finalement de venir remédier à ces sols, de les rendre fertiles. Et pour vous donner un simple exemple, une terre fertile, ça a une capacité de séquestration du carbone qui est près de 80 fois supérieure à une terre inerte. Bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je voulais vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. On retiendra peut-être que la décarbonation est en marche, que les alliances se multiplient, mais qu'il y a encore évidemment du progrès à faire. Vous êtes vraiment l'exemple du fait que la décarbonation ne se fera pas toute seule. Il faudra que tous les acteurs soient autour de la table. Donc un immense merci à vous tous.